Situé dans le golfe de Guinée, le Cameroun est un pays bariolé tant par la diversité de ses paysages que de sa culture. Fort de cette identité plurielle, il bénéficie d'une richesse artistique exceptionnelle, un lieu que l'on vous fait entreapercevoir dans cette vidéo. Pour comprendre le Cameroun actuel, il est important de rappeler son histoire, entre diversité ethnique et rivalité coloniale. Le nom même du pays, tel qu'on le connaît aujourd'hui, Cameroun, vient de l'expression Rio dos Camarões, qui signifie rivière de crevettes. En 1472, le navigateur portugais Fernando Po remontait l'estuaire du fleuve Wouri et fut impressionné par les quantités de crevettes qui s'y trouvaient. Il baptisa ainsi le fleuve de ce nom, puis de fil en aiguille, c'est la région et le pays tout entier qui finit par s'appeler ainsi. Outre l'explorateur portugais, de nombreux occidentaux s'intéressèrent au Cameroun. Des marchands d'abord, qui commerçaient des denrées telles que l'ivoire ou les esclaves avec les populations locales, des missionnaires ensuite, et enfin des explorateurs notamment anglais, français et allemands. De 1884 à 1919, le pays est sous colonisation allemande. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, cependant, le pays est divisé en deux, français et anglais, puis il fut réuni dans les années 60 après l'indépendance du Cameroun français. De ce passé colonial, le Cameroun gardera notamment les langues. Le français et l'anglais sont les langues officielles parlées respectivement par 70 et 30% de la population. L'espagnol et l'allemand sont également connus par de nombreux habitants. Mais avant tout ceci, le Cameroun c'était et c'est toujours une mosaïque de plus de 200 groupes ethniques avec chacune leur particularité propre, leur religion, leur iconographie, etc. On compte notamment les populations des côtes, comme les peuples de l'eau, les Sawa, celles des forêts, comme les Pygmées ou les Baka, les peuples du nord, l'Aka ou l'Aga et les Vodabé, et les habitants des Grassfields de l'ouest, les Babiniké, les Bamoun. La richesse culturelle du Cameroun se retrouve notamment dans la diversité de son artisanat. Aussi bien implanté dans les grandes villes qu'en zone rurale, il est facile de faire directement sur mesure ses meubles, bijoux et vêtements. On retrouve ainsi le tissage qui varie comme les autres types d'artisanat d'ailleurs d'une région à l'autre. Rumisiki du nord, par exemple, tisse à partir du coton à l'état brut, tandis que les Bamoun, eux, préféreront les fibres du coton pour produire leur fameux tissu ndo. Les forgerons, quant à eux, sont quasiment sacrés dans certaines régions du pays, en ce que ce sont eux qui fondent et travaillent les armes et les bijoux. Sont représentés ainsi, selon les spécificités de chaque région, la sculpture et la broderie, présentes notamment chez les Bamoun, dans le nord du pays, la tannerie et la maroquinerie, et dans l'extrême nord, la vannerie et enfin la poterie. La sculpture, enfin, est indéniablement imprégnée de spiritualité. Les représentations diffèrent également d'une ethnie à une autre en fonction de ses croyances et de ses spécificités. Les Bamileke, par exemple, ont un style reconnaissable en la matière avec leurs statuettes aux formes très arrondies, ainsi que sur une grande partie des objets sculptés, statues mais aussi trônes et masques ornés de cauris et ou de perles, celles-ci représentant un moyen de paiement et de reconnaissance du statut social de son possesseur. Outre les statuettes, l'art des masques est également très répandu dans tout le Cameroun. Destiné à chasser les esprits ou à revêtir un rôle symbolique au cours d'un rituel ou d'une danse, on en retrouve ainsi une grande diversité. Dans la savane, ils ont un sourire grimaçant. Dans la forêt, ils sont géométriques. Les tikas leur confèrent plutôt un caractère comique et les balis leur donnent une forme d'une tête d'éléphant pour leur culte mortuaire. La forte demande de ces objets traditionnels pour les marchés touristiques a toutefois malheureusement tendance aujourd'hui à homogénéiser les caractéristiques ethniques traditionnelles. Toutes ces techniques sont empreintes de légendes aussi diverses que les ethnies qui les utilisent. Ethnies pour lesquelles elles ont pendant longtemps été, dans des sociétés en majeure partie à culture orale, l'un des canaux de diffusion culturelle les plus importants, avec bien entendu la danse et la musique. Il existe une très grande diversité de ces musiques traditionnelles, comme le luma, qui est une danse que les Pygmées exécutent pour manifester leur joie après une chasse fructueuse, le djingo, danse rituelle bassa qui se tient la nuit afin de chasser une menace, ou encore le ngondo,
qui est une grande fête traditionnelle sawa. Les musiques et danses camerounaises sont constituées de plusieurs styles rythmiques. Le bikutsi, le makossa, le benskin, la siko, le mvet, etc. Côté instruments traditionnels, citons par exemple le mvet, qui est tout autant un style musical qu'un instrument, ou encore la double cloche bamileke et enfin le sanza. Cette musique traditionnelle va peu à peu se métisser et se faire connaître du grand public dans les années 80. Elle va alors troquer le mvet pour la guitare électrique et subir une forte professionnalisation. Les musiciens vont devoir se nourrir d'autres influences culturelles afin de se métisser et de correspondre aux envies du marché international, mais aussi local, en ce que la musique occidentale prend une place de plus en plus importante dans les charts camerounais. Parmi ceux qui ont réussi le pari de mélanger tradition et modernité, on peut citer Manu Dibango, évidemment, devenu une légende de la musique camerounaise, ou encore Anne-Marie Nzié, qui est l'une des grandes figures de la musique traditionnelle et surtout la première femme à bénéficier d'une renommée internationale dans ce domaine, ou encore Petit Pays, Catino et Lidl. La danse, de même, fait partie intégrante de la tradition, de la religion et de la socialisation. On recense au Cameroun plus de 200 danses traditionnelles, chacune étant associée à un événement, comme un mariage, des funérailles ou l'invocation des ancêtres pour guérir un malade ou accroître la fertilité. Désapprouvées, voire carrément interdites fut un temps, nombreuses sont ces danses qui ont aujourd'hui disparu. La danse traditionnelle a cependant survécu, et notamment par le mélange avec le culte chrétien. Dans les années 1960, avec l'indépendance du pays, le gouvernement reconnaît la danse traditionnelle comme faisant partie intégrante de la culture nationale et prend alors des mesures pour la préserver. Des groupes de danse locaux sont mis en place dans les villages et les parents y inscrivent leurs enfants, transmettant ainsi une tradition ancestrale. Les danses traditionnelles suivent une chorégraphie stricte et regroupent les danseurs par âge, profession, sexe ou statut social, entre autres facteurs. Dans certains villages, elles sont l'apanage des devins et quelques-unes sont réservées aux chasseurs ou aux guerriers. Certaines exigent des costumes et des accessoires spéciaux, tels que des masques ou des éventails. Dans certains groupes ethniques, des danseurs professionnels gagnent leur vie en dansant lors des cérémonies. De nos jours, ces professionnels de la danse traditionnelle sont rares. Beaucoup sont ces danseurs qui se produisent dans des festivals nationaux ou pour les touristes. La danse populaire, elle, réunit hommes et femmes et se pratique dans les bars, les boîtes de nuit et les soirées privées. Ce style est étroitement lié à la musique populaire, plus récente, notamment les genres du makossa, du bikutsi ou du highlife. Elle joue aujourd'hui un rôle central dans les rassemblements politiques ainsi que les mouvements de contestation sociale. De nos jours, les danses populaires regroupent des influences autochtones du Cameroun, comme le bikutsi et le makossa donc, mais aussi des styles importés comme le maringa du Ghana, la siko, la bélé et le highlife du Nigeria, voire le hip-hop américain. La littérature camerounaise, quant à elle, est jeune car contemporaine. La tradition du pays étant principalement orale, les premiers écrits remontent aux années 20, lorsque le roi Njoya invente l'alphabet Bamoun, roi qui sera lui-même à l'origine de plusieurs écrits, et notamment le livre des remèdes et des guérisseurs. C'est Jean-Louis Médou Njemba qui est souvent déclaré comme le premier écrivain camerounais, avec son œuvre Nangakon, parue en 1932. La littérature au Cameroun est avant tout profondément marquée par les traditions africaines. Traditionnellement, les poètes s'accompagnent du mvet, à l'image de nos troubadours occidentaux. En 1930, Isaac Mouméetia, auteur d'une grammaire douala, langue parlée par les Sawa présents dans la ville de Douala justement et ses alentours, publie un recueil de contes en français et en douala. Malgré cette unique tentative en Afrique noire et malgré l'islam qui avait apporté l'écriture au nord du Cameroun, ce n'est qu'avec la colonisation de la France et de l'Angleterre que le pays rentrera réellement dans une tradition écrite. La majeure partie de la littérature camerounaise, donc, est rédigée en français pendant des décennies. Cela ne l'empêche pas d'être très riche et varié, avec d'importants travaux historiques sur la culture africaine, tels ceux du père Engelbert Mveng, Peuple et civilisation de l'Afrique antique, ou Histoire du Cameroun par exemple, ou ceux publiés par Ena Kawe Kwayeb, comme les institutions du pays bamileke.
L'après-guerre est cependant marquée par le fameux courant de la négritude. Né à la fin des années 30, la négritude est un courant littéraire et politique qui rassemble des écrivains noirs francophones revendiquant l'identité noire et sa culture plurielle. Léopold Sédar Senghor, Mongo Betty ou Aimé Césaire en feront partie. Pour ce dernier, la négritude est, en premier lieu, le rejet de l'assimilation culturelle, le rejet d'une certaine image du noir paisible, incapable de construire une civilisation. Un concept qui sera accompagné par certains intellectuels occidentaux, comme notamment Jean-Paul Sartre. À vocation universelle, la négritude dénonce le colonialisme et la domination occidentale en général, un courant qui va notamment influencer le poète Elongue Epagna, qui sera le premier à faire éditer ses poèmes dans sa langue maternelle, le douala. Comme dans de nombreux arts, l'évolution de la littérature camerounaise se fait en parallèle de l'évolution politique du pays. Le courant de la négritude va petit à petit laisser place, après l'indépendance du pays, à une littérature basée sur la tradition culturelle camerounaise. Les auteurs vont puiser dans le répertoire des fables et des contes et affirmer l'identité des différentes ethnies du pays. Le genre à la mode va devenir le roman épique, le récit d'aventure. En 1963 est créée la maison d'édition CLE, dont le but est de promouvoir une littérature par des Africains pour des Africains et de la rendre accessible au plus grand nombre. Elle fournit toute l'Afrique noire et même certaines librairies spécialisées en Europe. Les auteurs du nouveau style traditionnaliste sont Benjamin Matip, auteur de Afrique nous t'ignorons et de À la belle étoile, une adaptation en français de contes traditionnels. Citons aussi Gaspard et Françoise Toho Atangana, auteurs de Nden Bobo, Le conte de l'araignée, ou Jacques-Mariel Nzouanke, à qui on doit le succès Le souffle des ancêtres. Parallèlement, on verra naître également un important courant poétique et théâtral, s'appuyant sur les histoires traditionnelles, mais aussi les évolutions de la société camerounaise, ainsi que des thèmes plus généraux comme l'amour. Le cinéma camerounais naît également tardivement, en ce qu'il a longtemps été celui de la colonisation, c'est-à-dire européen. Ce n'est qu'après l'indépendance qu'un cinéma national verra petit à petit le jour. Dans les premières œuvres, on retrouve le documentaire Aventure en France de Jean-Paul Ngassa, réalisé en 1962 à propos de la situation des étudiants camerounais en France. Question qui inspirera Thérèse Sitabella, première femme journaliste et réalisatrice au Cameroun, dans son Tam Tam à Paris en 1963. Il ne s'agit cependant pour le moment que de courts-métrages d'une vingtaine de minutes environ. Les premiers longs-métrages camerounais ne sortiront qu'à la moitié des années 70. On peut citer parmi les œuvres qui sortiront alors Munamoto, l'enfant de l'autre, de 1975, par Jean-Pierre Dikongué Pipa, film qui a reçu entre autres distinctions la Palme d'Or du film africain au Festival de Genève en 1975 et surtout le Grand Prix du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision en 1976. Citons aussi en 1975 Pousse Pousse de Daniel Kamwa, une comédie traitant de la question de la dot qui battra des records d'entrée dans les cinémas de Yaoundé et Douala, un succès qui poussera le réalisateur à exporter son film en Côte d'Ivoire et au Sénégal où il rencontrera un succès semblable. Des œuvres qui seront suivies par d'autres réalisateurs talentueux, comme notamment Basek Bakobio, qui signe Sango Malo en 1991, lequel sera sélectionné au Festival de Cannes. Basek Bakobio est par ailleurs le fondateur du festival Écran Noir, qui est aujourd'hui le deuxième plus important événement du genre en Afrique noire francophone et qui se tient au printemps à Yaoundé. Le Cameroun regorge de talents artistiques. Si la pratique artistique telle qu'elle est comprise au sens classique du terme, littérature, cinéma, etc., elle peut s'appuyer sur une tradition beaucoup plus ancienne et surtout extrêmement diversifiée. À l'image des œuvres d'Éric Takoukam, la scène artistique du pays se trouve à mi-chemin entre tradition et modernité, entre ouverture vers de nouveaux horizons et volonté de préserver ses racines.